À la une de l'actualité, au moins 319 civils ont été tués par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda en juillet 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport de Volker Turk au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. À la une également, une délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo est en tournée en Amérique latine. Elle a procédé à la signature d'un partenariat stratégique entre les ports des Bananes et les Montevideo hier en Iringway. Dans le monde, c'est ce jeudi que les taxes douanières de Donald Trump entrent en vigueur. C'est pour contourner les taxes des géants asiatiques. CHAN 2024, les léopards à prime de la République démocratique du Congo affrontent les Chipolopolo de la Zambie ce jeudi à Nyayo National Stadium de Nairobi au Kenya, en match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la 8e du championnat d'Afrique des Nations football. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec les nouvelles de la défense. Le VPM Guy Kabombo est à la tête d'une délégation congolaise qui séjourne en Iringway en tournée gouvernementale. La délégation congolaise a été reçue mercredi par les présidents de la République d'Iringway, Yamadou Orsi, une rencontre qui a porté sur la signature d'un mémorandum d'entente. Suivez. Tournée gouvernementale à la République orientale d'Uruguay, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabombo Madianvita est à la tête de la délégation congolaise qui séjourne en Uruguay. Reçu mercredi 6 août par le président de la République d'Uruguay, Yamadou Orsi, cette rencontre de haut niveau a été ponctuée par la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères de la Défense congolaise et uruguayenne, fonds qui matérialise la volonté partagée de bâtir un partenariat stratégique durable et tourné vers la paix. À l'issue de cette mise en relation, les réunions bilatérales vont se poursuivre avec les différents parlements sectoriels uruguayens dans l'optique de faire aboutir les priorités de coopération entre Kinshasa et Montevideo. Le VPM Guy Kabombo Madianvita s'était rendu à l'état-major des armées où il a salué l'engagement de l'Uruguay dans les opérations du maintien de la paix en République démocratique du Congo depuis 2001. Rendant hommage aux 15 soldats uruguayens tombés en mission de paix sous la bannière de la MONUSCO, Maître Guy Kabombo Madianvita a souligné la reconnaissance du peuple congolais face à ces sacrifices. Accords de coopération en matière de défense, ceux de coopération générale établissant le cadre des relations entre les deux pays sur la biodiversité, le changement climatique et les questions environnementales, ainsi que ceux de coopération culturelle, des accords qui viennent marquer une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et l'Uruguay, fondées sur le respect des intérêts partagés. L'actualité restait dominée par le dossier 19 millions de dollars. L'affaire s'est poursuivie hier, mercredi, avec les départs volontaires des deux juges, la dispense de plusieurs témoins clés et des révélations croustillantes des responsables administratifs, dont les ministres Alexis Guissaro, Didier Bidimbo, ainsi que l'ex-inspecteur de l'IGF, Julia Lingueté. Quant à la première ministre, Judith Souminoa, la Cour a tranché pour des raisons d'État. Elle ne comparaîtra pas. Tout d'abord, dans la matinée, Constant Mutamba a demandé la récusation de deux juges, le président de la Chambre, Justin Kibamba Moquette, et le juge Ochudi Okita. Selon Mutamba, la direction des débats a laissé à désirer. Il les a accusés, entre autres, de menaces et intimidation dans un document de 4 pages. Les deux juges, ayant appris leur récusation, ont décidé de se déporter personnellement, pas par crainte, précise le juge Ochudi, mais par honneur et fidélité à la Cour ainsi que la justice. La nouvelle composition est également stricte, posant des conditions d'uniformité pour les avocats et les journalistes qui participent au procès. La journée a ensuite été marquée par une série de témoignages. Les prédécesseurs de Mutamba a donné des éclairages sur la création et gestion du Contrivao qui daterait du régime passé sous Tambwe Mwamba ou Luzolo Bambi. Le chef de la division provinciale de la justice, de son côté, a quant à lui confirmé la présence d'un terrain à 11 km de Kisangani censé accueillir la prison. Il l'a visité 2 fois avec des délégations venues de Kinshasa.
Le secrétaire général de la justice, de son côté, a été formel à la barre. Il n'a jamais été mis au courant de ce projet. Il a tout appris dans les médias, sur les réseaux sociaux plus précisément. Deux membres du gouvernement, Alexis Guissaro, ministre des ITPR, et Didier Boudimbo des Sports, cités à comparaître, se sont présentés avant d'être appelés à disposer. Par contre, aucune trace de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, également exigée par la partie défenderesse. Gilles disait au sommaire, au total, 319 civils ont été tués par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda en juillet 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par Volker Turk, commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. Ce dernier condamne ces violations et appelle les parties en conflit d'épargner les populations civiles. Dans l'actualité également, ayant fui le conflit et confrontés à une crise, les réfugiés sud-soudanais continuent d'arriver en Ituri. Ils sont au total plus de 3 000 réfugiés ayant fui vers le nord de la République démocratique du Congo. Médecins sans frontières a déployé 2 cliniques mobiles, 6 centres de soins communautaires pour répondre aux besoins croissants de la population réfugiée et annonce la distribution imminente des près de 6 000 kits de première nécessité. Récit de Nathan Diamouité. Avec l'intensification de la violence au Soudan du Sud, plus de 33 000 réfugiés ont fui vers le nord de la République démocratique du Congo. En mai, Médecins sans frontières a lancé une intervention d'urgence pour fournir des soins médicaux vitaux à cette communauté en difficulté. Le Soudan du Sud connaît sa plus forte escalade des violences depuis la signature de l'accord de paix et la fin de la guerre civile en 2018. Selon les Nations Unies, entre janvier et juin, environ 30 000 personnes ont été déplacées par les violences, dont 125 000 qui ont fui vers le pays voisin, notamment le Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Pour répondre aux besoins croissants, Médecins sans frontières a lancé une réponse d'urgence en mai dernier. Elle a déployé 2 cliniques mobiles et a mis en place 6 centres de soins communautaires. Le MSF mène également des projets d'infrastructures essentielles, 6 points de distribution d'eau ainsi que 200 latrines et douches seront mis en place d'ici mi-août. Par ailleurs, près de 6 000 kits de premières nécessités comprenant moustiquaires, seaux, savons et pots pour enfants seront distribués aux familles les plus vulnérables. Et en République démocratique du Congo, la dégradation de la situation humanitaire fragilise le pays. Préoccupée par la situation, la Fondation Maman Omambo Férouz Ursula a organisé un culte de solidarité en faveur des victimes des atrocités de l'Est de la RDC. Cette activité, deuxième du genre, après celle organisée à Kindu, siège social de la Fondation, a été organisée à Lubumbashi. Avec l'intensification, frères et sœurs de toutes les communautés vivant au Haut-Katanga, ressortissants du Nord Kivu, Sud Kivu, du Maniema, la solidarité ressortissants du Maniema vous invite à travers la Fondation Maman Férouzi Omambo Ursula à rehausser de votre présence à un culte interconfessionnel. Comme annoncé par le pasteur Alpha Niluamba, la Fondation Maman Omambo Férouz Ursule a organisé un culte de solidarité en faveur des victimes des conflits armés dans la partie est de la RDC. La situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays a atteint un niveau alarmant. Nous, en tant que Fondation Asbel, on a voulu accompagner nos frères qui sont à l'Est parce qu'on a senti un silence et on se dit que nous, en tant qu'association sans but lucratif, ayant pour but de venir en aide les personnes vulnérables, on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à la question de l'Est. C'est pourquoi on se dit qu'on n'a pas beaucoup à les offrir, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est les soutenir en prière, par exemple. C'est pourquoi nous avons organisé un culte en faveur des victimes de l'Est afin qu'ils sachent qu'on est de cœur avec eux et on les accompagne dans cette bataille. À la tête de l'Union des serviteurs de Dieu dans la ville de Lubumbashi, le pasteur Apollinaire Kandé soutient les actions de la Fondation. Quand nous avons vu l'action que la Fondation voulait faire à Lubumbashi, ça a totalement cadré avec la première vision que nous avons de l'ISDEC.
Maman Omambo Férouz Ursule appelle par ailleurs toutes les personnes de bonne foi à poser un geste de cœur pour venir en aide aux victimes des conflits armés. À toute personne qui sera touchée par ce que nous avons eu à faire pour nos frères de l'Est, nous donner un coup de main afin de voir comment aider nos frères pendant ce moment vraiment critique et difficile. Depuis près de 3 ans, la Fondation FM œuvre pour la solidarité, la paix et la justice. Poursuivons ces journaux avec ces images. Le gouverneur militaire du Nord Kivu met en garde les organisateurs de la journée ville morte projetée pour ce jeudi 7 août sur l'ensemble de la ville de Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Cette mise en garde intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux des messages émanant de mouvements citoyens et des groupes de pression appelant à une manifestation pour dénoncer les tracasseries des services de sécurité et l'absence des prises en charge des dépendants des militaires venus du Petit Nord. L'actualité, c'est aussi la situation sanitaire de la RDC. Une légère amélioration a été enregistrée pour la semaine 30. Une baisse encourageante a été constatée pour l'épidémie de Mpox, mais avec la présence d'une nouvelle souche inquiétante. Au total, 579 cas enregistrés contre 636 la semaine précédente. Le taux en baisse est de 45% contre 53%. Le directeur général de l'INSP, Dieudonné Mwamba, fait la restitution de la réunion des coordinations stratégiques sur l'épidémie de Mpox et des choléra tenue mercredi au ministère de la Santé. Depuis la semaine dernière, la semaine 29, la RDC a eu enregistré un cas de Mpox, mais le clade 2B. Parce que jusque-là, le clade qui circule en RDC, c'était le clade 1, donc on avait le 1A et le 1B. C'est un sujet congolais qui vient d'un pays africain, de la Côte d'Ivoire. Ça doit attirer notre attention et redoubler de vigilance pour que nous puissions renforcer la surveillance, parce que ce glade 2B, c'est un glade qui est beaucoup plus transmissible et qui se propage assez rapidement. C'est ainsi que nous devons augmenter, renforcer la surveillance. Nous avons listé déjà tous les contacts autour de ce cas et nous les avons vaccinés pour justement endiguer la propagation de ce glade 2B dans la population ici à Kinshasa. Donc nous prévoyons étendre la vaccination au niveau de Kinshasa. Ici, la vaccination continue déjà au nord Kivu et au sud Kivu. Au sud du Bangui, on est en train de vacciner. Et nous comptons aussi étendre cette vaccination dans les prochaines semaines au niveau de Sango. Concernant la situation épidémiologique, à la semaine 30, on a enregistré 1831 cas de choléra contre autour de 2013 cas à la semaine 29. Donc nous avons noté une légère diminution de cas à la semaine 30 comparativement à la semaine 29 sur l'ensemble du pays. Même ici à Kinshasa, à la semaine 30, on a eu enregistré 200 cas et contre 315 cas à la semaine 29. Mais dans l'ensemble du pays, la létalité est autour de 4%. Donc nous devons continuer à faire des efforts pour améliorer la prise en charge de cas, parce qu'on note que la plupart des décès, c'est des décès aussi qui sont au niveau des communautés, les décès communautaires, et on a déjà commencé à mettre en place des centres de traitement, de prise en charge de cas de choléra, que ce soit ici à Kinshasa et au niveau des provinces. Parlons cette fois-ci de l'encadrement des jeunes pour un avenir meilleur. Le service national, dont sa mission d'améliorer les conditions d'accueil des établissements publics, vient de doter 1000 bons à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Des précisions avec Jean-Marie Kazambou, notre envoyé spécial.
Et le président américain Donald Trump s'est félicité ce jeudi 7 août au matin de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis pour contourner les taxes des géants asiatiques. Des dizaines de pays sont visés. Certains sont déjà en pourparlers avec l'administration Trump, notamment la Chine et l'Afrique du Sud. Mais l'Inde s'oppose farouchement à cette décision et refuse de s'y plier malgré les sanctions. Commentaire de Nathan Diamouité. Nouvelles taxes douanières américaines sur le produit issu de plusieurs dizaines d'économies ont été appliquées ce jeudi 7 août, dessinant la nouvelle architecture commerciale mondiale souhaitée par Donald Trump. Ces surtaxes, mises en application à une semaine suite à la signature du décret par le président des États-Unis, remplacent pour les économies affectées l'ancienne taxe de 10% qui était appliquée sur presque tous les produits importés aux États-Unis depuis avril. Selon Donald Trump, l'objectif est de corriger les déséquilibres dans les échanges entre les États-Unis et ses partenaires qui, selon lui, tirent avantage de la première puissance économique. Ces surtaxes varient considérablement, allant de 15% à 41%. Désormais, un taux d'au moins 15% s'applique à des partenaires commerciaux majeurs tels que l'Union européenne, le Japon ou la Corée du Sud, qui ont tous une grande importance pour les États-Unis. D'autres annonces pourraient être à prévoir car le président de la Maison-Blanche envisage aussi d'imposer des taxes sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs importés. Il a précisé mercredi, sans entrer dans les détails, que ce dernier ainsi que les puces seraient assujettis à une taxe de 100%. Les nations comme la Suisse ont tenté jusqu'à la dernière minute de négocier le taux qui leur a été attribué. La conférence a envoyé sa présidente Karine Keller-Sutter ainsi que son ministre de l'économie à Washington pour cela. Le président Donald Trump a fait l'éloge des accords déjà signés qui font augmenter les revenus de l'État dans une économie fortement endettée. Néanmoins, les économistes demeurent préoccupés par l'effet des droits des douanes qu'ils considèrent comme un facteur contribuant à l'inflation aux États-Unis qui a augmenté en juin pour atteindre 2,6%. Ils craignent également un ralentissement de la croissance avec des analystes prévoyant qu'elle ne pourrait pas excéder 1% sur une base annuelle pour les seconds semestres. En sport, pour terminer, les léopards à prime de la RDC affrontent tout à l'heure les Chipolopolo de la Zambie en match comptant pour la deuxième journée. Après les faux pas face au Kenya, la RDC tient à faire un résultat positif face à son adversaire redoutable du groupe A. Et Otis Ngoma, sélectionneur des léopards à prime, y croit fermement. On l'écoute. La première chose, c'était qu'on puisse bien récupérer avec ces joueurs-là. Je crois que c'est chose faite avec grâce à notre staff médical et puis à la connaissance aussi des entraîneurs qui sont là. Donc, on a tiré des enseignements qui sont que c'est des enseignements qu'on savait bien avant qui était la condition physique. Maintenant, on va essayer avec la plupart des garçons qui sont réunis de Kinshasa, on va trier des garçons qui sont un petit peu près physiquement pour essayer d'avoir des joueurs à leur poste. Donc on ne peut pas dire plus que ça par rapport à ce que vous avez vu au match. Par rapport au match, moi je crois que le match qui arrive, c'est que je vous ai dit, on a essayé maintenant, avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui étaient restés à Kinshasa, de trouver notre formule, déjà de replacer tous les joueurs à leur poste. Donc si vous voulez savoir que le Lendo va jouer, c'est l'essai latéral. Vous devez le savoir, peut-être vous ne savez pas, que le deuxième qui était considéré comme le titulaire, c'est Diabeni Ndongala, a toujours un problème administratif, donc il n'est pas encore éligible par la CAF. Donc on ne peut pas faire de miracle. Maintenant, par rapport à l'adversaire, on le connaît très bien, c'est une équipe qui est combative, qui est bagarreuse. On les a suivis, tous leurs matchs, il y a 2 mois, lors de la COSAFA. Je ne vais pas dévoiler comment contourner l'équipe, mais on a essayé de travailler hier, on va continuer aujourd'hui, et on trouvera des solutions peut-être. Place au rappel des titres à présent. Au moins 319 civils ont été tués par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda en juillet 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport des Volker turcs au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Une délégation du gouvernement de la RDC est en tournée en Amérique latine. Elle a procédé à la signature d'un partenariat stratégique entre les ports des Banana et Montevideo hier en Iringway. Dans le monde, c'est ce jeudi que les taxes douanières de Donald Trump entrent en vigueur. C'est pour contourner les taxes des géants asiatiques. Chan 2024, les léopards à prime de la RDC affrontent les Chipolopolo de la Zambie ce jeudi à Nyayo National Stadium de Nairobi au Kenya. En match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la 8e du championnat d'Afrique des Nations football. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et ce sera avec Moïse Tiamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB et merci à tous ceux qui nous suivent dès partout dans les mondes. À la une de votre revue de presse, après la signature d'un cessez-le-feu à Doha, à l'est de la République démocratique du Congo, replonge dans l'horreur. Exactement. Jenny KMB, c'est ce qui s'est passé durant ces mois de juillet. Les mois passés, j'allais bien dire. Selon l'ONU, cité par Info 27 Jenny KMB, au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés entre les 9 et le 21 juillet 2025 dans les territoires des Rutshuru, sous contrôle du M23. Information relayée aussi par les journaux. Les potentiels qui soulignent que ces massacres perpétrés en juillet sont considérés par l'ONU comme l'un des bilans des morts les plus élevés jamais recensés dans de telles attaques depuis la résurgence du M23 en 2022. Pendant ces temps, Radio Okapi.net rapporte qu'une opération surprise des bouclages menée hier mercredi par la rébellion du M23 à Goma a abouti à l'interpellation d'une soixantaine des personnes, principalement des jeunes, suscitant une forte panique dans la population locale. Les journaux parus ce matin dans la capitale sont également revenus sur ces procès populaires de Constant Mutamba. Exactement, Jenny KMB. Faute des preuves, les procès Mutamba vacillent. C'est à la une du quotidien Les Potentiels qui écrit Cour de cassation. Les dossiers Mutamba vacillent, faute de preuves concrètes. Eh bien, Jenny KMB, l'ex-ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, poursuivi pour un présumé détournement des deniers publics, a connu hier mercredi un véritable tournant devant la Cour de cassation, comme il fallait s'y attendre. Au regard de l'affaire, une nouvelle tension a été visible hier mercredi à la Cour de cassation, renchérit les quotidiens Les Phares, qui indiquent que plusieurs témoins ont rendu chacun sa version des faits selon ce qu'il connaît de ses projets de construction d'une prison à Kisangani, pour lesquels l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, est poursuivi par la justice congolaise pour un détournement présumé. Réagissant aux propos tenus par la ministre sortant des Justice Rose Mutombo, l'assistant principal et conseiller de Maître Luzolo Bambi, Maître Mabaya Masengelou, affirme que l'ancien ministre de la Justice de 2008 à 2012 n'est pas concerné. Dans sa lettre adressée au greffier en chef de la Cour des cassations, les gardes des Sceaux écrit Forum des As motive sa décision entre autres par un fâcheux antécédent avec les deux juges lorsqu'ils étaient aux affaires Jenny, un tournant inattendu dans les procès Mutamba, écrit pour sa part Info 27 qui confirme que deux juges de la Cour des cassations se sont retirés après avoir été récusés par l'ancien ministre de la Justice d'avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Les réactions sont des politiques, mais également de la société civile, avec ces tweets de Jean-Claude Katende, chef d'Azado, qui a d'abord commencé par celui-ci. Les autorités politiques lancent fonctionnaires cités comme témoins dans les procès Mutamba devraient comparaître devant la Cour des cassations, sauf ceux qui sont suspendus du témoignage par la loi. Même les président Mandela
dans son apogée, comme il voulait dire, dans l'apogée de son pouvoir. Mourir, je n'arrive pas vraiment à bien voir. Président Mandela, nuit à comparer. Ce que vous voyez, Jenny Kaembe, c'est la tribune de Jean-Claude Katende. On va passer au deuxième tweet avec ce qui suit Jean-Claude Katende. Voilà, il est également écrit sur son deuxième tweet que tout celui qui est cité par Moutamba doit également comparaître. Donc ses compatriotes ne sont pas au-dessus de la loi. Exactement. Et on finit avec cette polémique, l'éducation nationale sur la publication des résultats après celle de filles ou élèves enceintes. Graïssa Malou continue de faire parler d'elle. Exactement, Jenny Kaembe, les pourcentages ou la rapidité avec lesquels les résultats ont été rendus publics sur l'étendue de la RDC suscite polémique et crée confusion. Ici, cette analyse du média Mwinda Congo qui écrit RDC publication rapide des résultats de l'ex-État entre efficacité numérique et doute légitime. Eh bien, Jenny Kaembe, correction automatisée par IA, quel délai est scientifique requis? L'utilisation de l'intelligence artificielle pour la correction d'examens des masses repose sur des principes bien documentés dans la littérature scientifique selon plusieurs études publiées dans des revues spécialisées. Ex-Journal of Education Data Mining IA in Education, un processus automatisé complet pour un examen national comme l'ex-État suit 4 grandes phases, chacune nécessitant un temps spécifique. La phase de description moyenne. La phase 1, Jenny Kaembe, est la numérisation des copies, scannage, haute résolution et indexation des centaines de milliers de feuilles de 2 à 4 jours. 2. La correction IA, traitement automatisé des réponses selon les grilles type 1 à 2 jours pour 300 000 copies. 3. La vérification humaine, contrôle, qualité, échantillonnage, audit des horaires IA 2 à 3 jours. 4. Traitement et publication, compilation des résultats, classement, exportation et validation 1 jour, temps total estimé entre 6 à 10 jours. Ces délais est scientifiquement validé dans les systèmes utilisés dans les pays comme Inde, l'Estonie, au Rwanda ou encore au Royaume-Uni pour des examens nationaux. Merci beaucoup Moses pour toutes ces informations. Je vous en prie, Jenny Kaembe. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.